Une famille, un camion en guise de maison, 5 ans et 5 continents, Fred, Laure, Martin et Chine partent à la découverte de notre planète. Leur ambition ? Aller à la rencontre des femmes et des hommes qui, chaque jour, tentent de réconcilier l'homme et la nature. La route sera longue et difficile, mais la famille de Martin veut partager avec nous les 1001 idées malines de ceux qui préparent aujourd'hui le monde de demain. Bienvenue dans le monde de Martin. Bon, Martin autour du monde commence ici, à Montréal. Le camion vient d'arriver d'Afrique du Sud et on va le débarquer. À peine sorti du port de Montréal, Martin et sa famille prennent le large vers les grands espaces canadiens. Direction l'Ouest sauvage, le pays des trappeurs, des chercheurs d'or et des grizzlies. Par ici, la nature ne fait pas de figuration. Chine, Martin, Fred et Laure veulent rejoindre la ville de Dawson, dans le territoire du Yukon. Le Yukon est le plus petit des États canadiens, mais il est presque aussi grand que la France. Seuls 33 000 habitants habitent ce territoire immense, autant dire qu'il est presque vide. Le Yukon est aussi le nom du fleuve qui traverse ce territoire sur plus de 3000 km. Dawson est la dernière ville avant le Grand Nord. Elle a connu son heure de gloire pendant la ruée vers l'or à la fin du 19e siècle. Il y avait alors 40 fois plus d'habitants qu'aujourd'hui. Les orpailleurs et les trappeurs y trouvaient de quoi se ravitailler et venaient y chercher un peu de compagnie pendant les rudes mois d'hiver. Nos éco-reporters profitent de cette halte pour trier les poubelles du camion. Tu vas où, Martin? Au centre de recyclage. Ah bon, qu'est-ce que tu vas recycler? Des canettes, une brique de jus de fruits. Là, c'est brique. Ah, vas-y. Un pot de confiture et une brique et un pot de... C'est là-bas. Et le carton. C'est là-bas. Alors, la brique, tu suis Martin. Alors, les briques, c'est là. Je mets que la brique. Good job. On est parti. La famille part pour l'Alaska et emprunte l'une des routes les plus hautes du continent américain, la Top of the World Highway. Il y a tant de neige en hiver que son accès est fermé, mais les points de vue sur les vallées sont à couper le souffle. On ne croise pas beaucoup d'hommes dans les environs, c'est le territoire d'animaux qu'on ne peut voir qu'ici, comme cette femelle caribou. Ces grands herbivores profitent du redout pour faire le plein de nénuphars, de bourgeons et de lichens. Au printemps, ils peuvent ingurgiter 10 kg de végétaux par jour. Alors nous arrivons maintenant à Chicken, qui veut dire poulet. Et à Chicken, figure-toi Martin, que l'on peut trouver de l'or. Je te propose d'aller chercher de l'or, ça te dit? Oui. Tu te sens chanceux? Faut avoir de la chance quand même, hein? On a trouvé de l'or à Chicken en 1886. Au début, les habitants voulaient donner au village le nom d'un oiseau local. Mais comme personne ne tombait d'accord sur son orthographe, ils l'ont baptisé poulet. Des œufs en or. Ça, c'est pour montrer que tu es un chercheur d'or. Dans cette ville minuscule, aujourd'hui encore, les habitants cherchent de l'or. C'est le cas de Mike Busby, qui va partager ses secrets avec Martin. On remue l'assiette d'avant en arrière. On remue avec ses doigts. Et en secouant tout ça dans l'eau, tout l'or qu'il y a va commencer à descendre vers le fond. Tous les matériaux se séparent quand ils sont agités dans l'eau. Et l'or trouve ainsi sa route à travers les pierres. Alors, Chine, il y a de l'or ou pas? Il sera au fond de l'assiette. Non. On voit, Martin? On continue un peu. C'est un peu. Tu le vois alors, Martin? Il y a des petits bouts. C'est pas beaucoup, mais il y en a quand même un peu. Chicken Creek était une ville très riche et il reste encore de bonnes quantités d'or aux habitants du coin, même si les anciens en ont extrait de grandes quantités ici. Il y a eu presque 3 tonnes d'or extraites de Chicken Creek.
ce qui équivaut à peu près à 200 millions de dollars au taux actuel. Et vous pouvez me dire à peu près la quantité d'or que vous avez trouvée depuis que vous êtes ici? À Chicken, depuis 1990, nous avons trouvé environ 280 kilos d'or. Oh oh, vous êtes un homme riche? J'aurais été riche, même si je n'avais pas trouvé d'or. Je suis un homme chanceux parce que j'aime vivre ici à Chicken. Bien. Qu'est-ce que tu fais, Chine? Cherche des pépites d'or. Donc voilà ce que nous avons trouvé en 4 heures. Pas de quoi se faire un bracelet, ni même une boucle d'oreille. Alors nous voici maintenant sur la mythique Dalton Highway, route mythique qui dessert le nord-nord-nord de l'Amérique. En fait, on va y trouver que des champs de pétrole. Et donc cette route a été essentiellement construite pour amener du matériel pour les forages pétroliers qui sont au nord. Donc on y croise des gros camions qui vont très vite, il faut faire assez attention. Et aujourd'hui, on est en t-shirt, il fait très beau, on a de la chance. Les conditions ne sont pas toujours aussi bonnes sur la Dalton Highway, car elle va bien au-delà du cercle polaire. Elle traverse l'Alaska sur près de 700 km pour finir à Dead Horse, sur les bords de l'océan Arctique. Cette très longue piste ne traverse que 3 villes, et en hiver, elle se transforme carrément en patinoire. Elle longe l'oléoduc Trans-Alaska, qui amène le pétrole jusqu'au port de Valdez, au sud de l'État. Alors voilà, nous arrivons maintenant après 800 km au bout de la Dalton Highway. On est en haut de l'Alaska. Et d'après nos informations, nous n'aurions pas accès à l'océan Arctique directement. Il faudrait prendre une petite navette si on veut toucher l'eau. Dead Horse est le camp de base de ceux qui travaillent dans les stations de forage. Ici, l'architecture est des plus sommaires, et le soleil se lève à peine quelques minutes en hiver. Un endroit du bout du monde qui mérite bien une petite carte postale. Voilà dans l'unique centre commercial de la ville, c'est-à-dire une petite épicerie, un magasin de bricolage et la poste au milieu du magasin de bricolage. Pour mes jours, celle-là? Non, pour mamie. Pour mamie. Et celle-ci? Pour mes jours. Ok. Alors c'est parti. Alors qu'est-ce que tu as écrit? Quand on se couche, il y a toujours du soleil. Quand on se lève, le soleil est déjà là. Ah, Là, c'est la première fois du tour du monde qu'on a mis un bonnet. Il fait très froid, on est tout en haut de l'Alaska. Ok, 2,30. 2,30. On va où là maintenant? On va aller voir l'océan Arctique. L'Alaska produit 600 000 barils de pétrole par jour, soit 1/5 du pétrole américain. Grâce à l'or noir, les habitants de l'État n'ont pas payé d'impôts depuis 35 ans. Mais avec la chute des cours, l'impôt sur le revenu est en train de faire son comeback. Wow. Alors nous voici au point sans doute le plus au nord de notre expédition. Nous sommes au 70 degrés nord sur le GPS. Le pôle Nord est juste par là, à en gros 2000 km. Et une fois de plus, on a une chance monstrueuse d'avoir ce soleil, parce qu'ici, je pense que ça ne va pas être monnaie courante. Alors, c'est salé? Oui. Tu veux pas te baigner? Waouh! T'as vu, c'est là-bas le pôle Nord. Le soleil ne dure qu'un temps, et voilà enfin une météo digne du Grand Nord. On dirait des sapins de Noël, les arbres. Tellement qu'ils sont couverts de neige. La famille se rend maintenant à Valdez, 1500 km plus au sud, à travers les immenses forêts boréales. C'est un lac. Je crois que c'est un lac. Là, il y a l'eau. Qu'est-ce que tu as là?
De la glace. On est dans quel pays? En Alaska. Ouais. Ça change de l'Afrique, hein? Oui, en plus, il y a de la neige qu'en Afrique qui faisait chaud et il n'y avait pas de neige. Ah, elle est gelée. Alors l'Alaska est connu pour la qualité de son saumon, ou de ses saumons devrais-je dire, puisqu'ici il y a 4 ou 5 espèces différentes qui vivent. Ici l'homme a eu l'idée d'aider un peu la nature et ainsi augmenter le taux de réussite et repeupler les mers plus rapidement. Miaou. On est arrivé à la mer. Ça c'est la mer. Il y a du saumon là-dedans. Non, J'espère bien qu'il y a du saumon. Oh oui, il y a du saumon. C'est même l'or rose de l'Alaska. On trouve ici les stocks les plus importants du monde. Il existe 5 espèces de saumon sauvages. Et aucune n'est en danger, car ici les pêcheries sont très bien gérées. On voit des saumons qui ont mourir, ils sont nés ici, du coup ils veulent mourir au même endroit qu'ils sont nés. Alors je vois des poissons morts et des poissons vieux, des bébés et des œufs de poissons. Tu vois des œufs là? Chine a raison. Les saumons sauvages naissent en rivière, migrent vers l'océan, parcourent des milliers de kilomètres et reviennent plusieurs années après se reproduire et mourir exactement là où ils sont nés. Un phénomène que les biologistes ont encore du mal à expliquer. En Alaska, la pêche fait vivre des dizaines de milliers de personnes. Des passionnés viennent du monde entier pour pêcher des saumons sauvages et la préservation des ressources est donc capitale pour l'économie de la région. Contrairement à ce qu'on imagine, l'élevage de saumon est interdit par la loi en Alaska. Les hommes ont donc dû faire preuve d'imagination pour maintenir les stocks de poissons. Rob Unger va tout expliquer à Chine et Martin. Hello Rob. Bonjour. Nice to Enchanté. meet you. Alors, nous sommes une entreprise privée à but non lucratif. On a commencé au milieu des années 70, parce qu'au début des années 70, il y avait très peu de saumons qui revenaient. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prélève des saumons roses locaux et on les amène ici pour que leurs œufs arrivent à terme dans nos bassins. Les poissons qui seront ainsi nés ici reviendront naturellement pour pondre à leur tour. L'avantage, c'est que le stock naturel d'où proviennent ces poissons n'est pas perturbé du tout. Notre but, en fait, est de faire croître les zones de vie, que ce soit pour les saumons destinés à la vente ou pour ceux qui vont servir à la pêche sportive. En fait, pour tous les gens du coin. Il y en a plein. Des saumons. J'aimerais bien avoir une canne à pêche là. Ceux-là, ils sont vieux, ils vont bientôt mourir. Donc qu'est-ce qu'on va leur faire? On les prend, on les ouvre et on récupère les œufs et on attend qu'ils éclorent. Et après, on les relâche dans la mer. Il y a un phoque là. Ils aiment beaucoup la nourriture. Et quand les saumons passent par-dessus l'enclos à marée haute, ils ne peuvent pas passer à marée basse, ils filent et se retrouvent pile sur le chemin des phoques. Alors comme vous pouvez le voir, ils attendent. Donc on nourrit vraiment tout le monde. Chacun a une petite part du gâteau. Vas-y Martin. Quand le poisson arrive, on a une petite roue à palettes qui le transporte jusque dans cette boîte. Et là, on envoie du courant à l'intérieur. On les expose à un électroanesthésique entre 7 et 10 minutes maximum. C'est le temps nécessaire pour prendre le poisson, enlever les œufs et le libérer. Ok, faites attention, je pense pas que ce soit trop mouillé. Venez par ici. Évidemment, tout est sombre ici. Nous voulons que leur développement se fasse lentement, comme ça aurait été le cas dans la nature, pour que tout se développe correctement. Alors on amène les œufs ici, on ajoute un peu d'eau à ce bassin rempli d'œufs et de laitance, et on attend son activation pendant 30 secondes, parce que le micropyle, ce trou qui s'ouvre sur l'œuf et qui permet au sperme de rentrer,
n'est ouvert que 30 secondes, puis il se referme. Si on regarde de suffisamment près, on peut voir des petits yeux. Vous voyez là? Vous voyez les petits yeux? Il y a un peu de vase et de saleté, mais on peut aussi les voir bouger, n'est-ce pas? C'est ce que l'on appelle « strongly high ». Quand on les éclaire comme ceci, vous voyez cette énergie? Ils remuent, ils veulent sortir de là. C'est des bébés saumons. Alors ces petits gars sont nourris 3 à 4 fois par jour. Et dans ces enclos, on met à peu près 15 kilos de nourriture chaque jour. On utilise de la nourriture bio-organique. C'est assez classique en fait. Ce qui veut dire que ça contient des morceaux de poisson de moins de 1,4 mm. Cela permet à de nombreux saumons de continuer à grandir indépendamment de leur taille initiale. On va les garder ici jusqu'en mai. Et ensuite, on les transportera dans notre bassin extérieur où ils resteront à peu près 6 semaines, puis seront libérés. Encore une fois, on essaye simplement de reproduire les conditions naturelles. On n'essaye pas de les rendre plus gros, on n'essaye pas de faire des manipulations génétiques, on essaye simplement de les laisser faire ce qu'ils font, d'imiter la nature le mieux possible, parce que c'est ça qui fonctionne. On libère les poissons en fonction du plancton. On prend des échantillons de plancton là-bas pour être sûr que les saumons auront de quoi manger une fois qu'on les aura libérés. L'écloserie file donc un sacré coup de main à la nature. Et en tout, elle relâche environ 220 millions de petits saumons chaque année. À la plus grande joie des prédateurs locaux comme ces aigles de mer, emblèmes de l'État, qui attendent patiemment l'arrivée des saumons. L'automne arrive. La famille veut éviter les températures négatives du Grand Nord. Il est donc grand temps de rejoindre des régions plus clémentes. Direction la côte ouest du Canada. Le prochain rendez-vous de la famille se trouve à 2000 km de là, à Whistler, en Colombie-Britannique. Une petite ville qui se transforme l'hiver en station de ski. Durant le voyage, la famille traverse des forêts qui se parent des couleurs de feu de l'automne. L'occasion de faire des pauses tranquilles, où l'on se sent seul au monde. Seul au monde, pas tout à fait, car le camion traverse le territoire des ours. Un ours noir. Là, caché. Martin et Chine avaient toutes les chances de tomber sur ces ours, car la quasi-totalité des grizzlies du monde vivent dans cette région, entre l'Alaska et le Canada. En revanche, on n'assiste pas tous les jours à une petite leçon de pêche au saumon. À l'arrivée de l'automne, les grizzlies commencent à se nourrir en plus grande quantité. Ils peuvent accumuler jusqu'à 200 kg de graisse pour passer 5 à 7 mois d'hiver dans une tanière. Quand les saumons et les truites remontent les rivières pour frayer, les ours se lancent dans d'interminables parties de pêche. On sait que les changements climatiques auront des répercussions sur l'habitat et sur la nourriture des ours bruns. Beaucoup d'entre eux s'aventurent déjà de plus en plus près des villes où ils trouvent plus facilement à manger, ce qui crée des conflits avec les humains et menace à terme leur survie.
Les ours sont plutôt des solitaires. Les mâles ont besoin de très grands territoires pour s'épanouir, pouvant aller jusqu'à 1800 km². Chine, ça fait peur? Non. T'as pas peur? Non. Et toi, Martin, t'as peur? Un peu. Si monte sur là, à côté. Moi, j'ai pas peur. Martin a raison d'avoir peur. Il arrive que ces ours attaquent les humains. Un des ours a finalement rejoint la route. La famille a préféré se mettre à l'abri dans le camion avant de poursuivre tranquillement sa route au sud, vers Whistler. Alors nous arrivons dans la région de Vancouver, mais avant nous allons nous arrêter dans la petite ville de Whistler. Whistler est une station de ski qui avait d'ailleurs hébergé les JO de 2010. Ici, nous allons visiter un centre d'objets et de vêtements d'occasion, qui est un exemple dans la région, qui fonctionne très très bien. Et nous allons voir tout le bénéfice de redonner une seconde vie, voire une troisième vie, à des objets dont on n'a plus besoin. Whistler est considéré comme le paradis des skieurs américains et c'est l'un des plus grands domaines skiables de l'Amérique. Même si l'énorme machine des Jeux Olympiques est passée par là, le petit village station n'a ni trop grossi, ni perdu son âme verte. Qu'est-ce qui est écrit? Pas le droit de monter. Mais c'est aussi le genre de station qui a tout à craindre du réchauffement climatique. En 2010, pendant les Jeux Olympiques, il a fallu faire venir de la neige en hélicoptère. Voir tes bras. Oui. Là, c'est pas la peine, on le donne? Oui. Oui. Mais il est trop petit, c'est pas la peine d'essayer le bas. Enlève-le. Ouais. Enlève-le. Alors, je comprends pas trop. Tu veux voir? Il y a... Tu veux voir tes bras aussi? Ouais, c'est pareil. C'est trop petit, Marc. Sauf que là, ça va plus bas. Une fois par an, on trie les vêtements des armoires parce que les enfants grandissent et donc les vêtements deviennent trop petits. Alors d'habitude, on les donne aux petits cousins. Mais là, les petits cousins sont vraiment loin. Alors, on va les emmener au centre qui récupère les vêtements pour les réutiliser, les donner à d'autres personnes. Mets-toi debout. Tu vois? Eh ben dis donc, vous avez grandi vite cette année encore. Hein. Bon, celui-là, un peu trop petit aussi. Hein. On va en profiter pour rappeler que vivre autrement, vivre durablement, bah, ça commence à la maison avec la règle des 3 R. Réduire, réutiliser et recycler. C'est quoi réduire? C'est pas consommer plus que nécessaire. Voilà, parfait. C'est quoi réutiliser? Tiens, on a un jeu qui est trop petit pour bébé, et ben on va le donner à un autre bébé qui s'en sert. Pour qu'ils s'en servent. Plutôt que le jeter, bah, ça va servir à quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, c'est réutiliser. Et c'est quoi recycler? C'est qu'on donne par exemple une bouteille d'eau à un centre, et le centre il va la fondre pour faire par exemple des lampes ou autre chose en plastique. C'est quoi ce qu'on donne? C'est ça. Tout ça, c'est trop petit. Ouais. Trop petit pour Chine, mais à la taille d'un autre enfant. Direction le Reuse It Center, la ressourcerie de la ville qui existe depuis 16 ans. Un endroit vertueux où l'on donne plutôt que de jeter. Voici un don. Super. Ces habits sont trop petits pour mes enfants. Ah, vraiment?
Ça alors. Ok, parfait. En une seule année, le centre peut récupérer 35 000 sacs comme celui de Chine et Martin. Cela évite de jeter des tonnes d'objets à la décharge. Ok, merci. Bonne journée, au revoir. Vous aussi. On reçoit tout d'abord les vêtements qui viennent de dons. Ensuite, on les trie et on en donne une partie aux bonnes œuvres de Vancouver et on garde le reste que l'on envoie là derrière. On les étiquette et après, on les met en rayon dans notre magasin. Pour décider des prix, on prend les vêtements, on vérifie que les fermetures fonctionnent, qu'il n'y a pas de taches, pas de marque dessus. Celui-là va sûrement partir pour environ 10 $. Neuf, il doit en valoir 30. Les habits pour femmes sont nos meilleures ventes, mais en hiver, ce sont les skis, les snowboards, les combinaisons, ce genre de choses. Les gens qui viennent de la ville peuvent acheter tout ça pas cher et repartir tout équipé et prêt pour affronter la neige. Et est-ce qu'ils les rapportent en partant? Oui, ils les rapportent et ça sert à la personne suivante. C'est bien ça. Ouais. Bonjour, moi c'est Fred. Bonjour, moi c'est Cheryl. Enchantée. Alors c'est ça le magasin? Oui, c'est le magasin. C'est là que ça se passe. On vit dans une société de consommation de masse où les gens achètent des choses et ne les utilisent pas pendant longtemps. Alors elles sont toujours de bonne qualité et en bon état quand il est temps de s'en débarrasser. Dans cette communauté, on l'observe sur l'équipement de ski qui s'améliore chaque année, l'équipement de VTT qui s'améliore, les jouets. Les enfants s'en séparent avant de les avoir usés. Alors, dans une petite communauté comme ici, être capable d'avoir un magasin où on peut avoir ce flux de réutilisation et de recyclage, c'est super. J'ai trouvé des petits livres pour mon petit-fils et quand il aura fini avec, je les rapporterai et ils pourront les revendre à nouveau. C'est un club de golf. C'est une bonne affaire de l'acheter ici? 2 $, oui. Super affaire. Et c'est combien normalement? 20 $ peut-être. Et encore d'occasion. Vous avez payé combien en tout? 4,20 $. 4,20 $. Oui, c'est une très bonne affaire. Est-ce que c'est possible de gagner de l'argent avec une idée comme ça? Oui. En fait, c'est un très bon moyen de gagner de l'argent pour la communauté. Parce que 100% des recettes reviennent à la communauté et aux services sociaux. Cette association finance donc 26 programmes de services sociaux, dont la banque alimentaire, l'aide juridique, des clubs de sport pour les enfants, la cantine scolaire. C'est vraiment fantastique. Qu'est-ce que c'est? Un Monopoly. On est content d'avoir trouvé ce super jeu. On va le sauver de l'abandon, on va le remettre en circulation et passer un bon moment. Avec 700 000 € de revenus par an, le centre finance sans problème ses programmes sociaux. En 2010, la ressourcerie a également ouvert un autre magasin dédié à l'ameublement. Ici, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des plaques de bois, des canapés, des fauteuils, des chaises, des lits. Si tu veux habiter ici, et ben t'as qu'à venir ici et acheter par exemple soit un canapé, soit un lit ou soit ta table. C'est notre centre de restauration. Il sert vraiment pour les jeunes travailleurs saisonniers qui viennent ici pour 6 mois ou 1 an et qui ont besoin d'un canapé ou d'une chaise de manière provisoire et ne veulent pas investir trop d'argent. Ils viennent ici et trouvent un canapé à un super prix et on le récupère 6 mois plus tard la plupart du temps. La boucle est bouclée. On fournit des emplois à 21 personnes dans les services sociaux et les entreprises sociales. Et on sauve 750 tonnes d'objets de la décharge chaque année. Cet évier, par exemple, vient de Chine et a été livré ici à Whistler. Il y a donc une empreinte carbone qui existe, due à son trajet jusqu'ici. En lui évitant la décharge, on ne paye pas de camions ou d'autres compagnies pour nous envoyer de nouveaux éviers. Notre but est vraiment de prendre soin de notre communauté, de notre planète, et nous assurer qu'on fait les bons choix dans chacune de nos décisions. On ne pouvait pas mieux tomber pour illustrer la leçon des 3 R, très bien apprise par Chine et Martin. Prochaine étape, Vancouver. Nous arrivons maintenant à Vancouver. Je vous propose de découvrir une idée qui me paraît assez géniale, qui s'appelle l'agriculture urbaine. Pourquoi ne pas faire pousser en ville les fruits et légumes dont nous avons besoin en ville pour être consommés sur place? On va au haut d'une montagne. La famille a garé le camion quelques heures,
le temps de rejoindre le sommet du mont Grouse, qui domine la ville de Vancouver. De là-haut, la vue est imprenable. Vancouver s'est bâtie sur une péninsule. Elle est cernée d'eau et de ponts. Des ponts essentiels pour le ravitaillement de la ville. Si un tremblement de terre venait à les détruire, les habitants ne tiendraient pas plus de 2 jours avant de manquer de nourriture. Avant d'aller visiter les potagers de la ville, Martin et Shin découvrent des jardins d'un autre genre. La ville de Vancouver veut réduire son empreinte écologique en devenant le leader mondial du manger local. Et pour cela, elle mise à fond sur l'agriculture urbaine. Alors nous voici maintenant en plein centre-ville de Vancouver. Alors ici, bien évidemment, il n'y a pas assez d'espace sur les trottoirs pour faire pousser quoi que ce soit. Du coup, l'idée est venue de faire pousser ça sur le toit des immeubles. Et donc c'est le cas sur le toit de cet immeuble devant nous, l'immeuble du YWCA. Et donc nous allons visiter leur jardin maintenant. Sur le toit de ce gratte-ciel, on trouve 600 mètres carrés de légumes et de fruits. Et c'est Puspa Afandi qui nous présente ce jardin. À la base, c'était un jardin ornemental, comme on en trouve dans les centres-villes. Mais en 2006, nous avons décidé d'en faire un véritable potager sur le toit, parce qu'on croit au développement durable et qu'on veut réduire notre empreinte écologique. Cette année, nous avons produit plus de 750 kilos de fruits et de légumes frais. Nous avons des kiwis. Ah, celui-là, c'est un kiwi. Oui. C'est super. Il n'y a plus d'avocats. Alors derrière moi, c'est un kiwi. Et ça, c'est une chance formidable parce que normalement, quand on veut manger du kiwi ici au Canada, eh ben, c'est de l'importation qui vient au minimum de la Californie. Donc à vraiment de 2 ou 3 000, 4 000 km d'ici. Alors que là, voilà, il y a juste à l'attraper pour pouvoir le manger. C'est génial. Ce toit n'est qu'un exemple parmi des dizaines à Vancouver. Et il y en aura de plus en plus. Les architectes prévoient désormais des espaces à cultiver dans chaque nouvel immeuble. Un jardin sur le toit, c'est tout aussi joli que des plantes d'ornement, mais en plus, ça se mange. À l'autre côté de Vancouver. Comment on y va? Avec un bus qui va sur l'eau. Alors, autre quartier de Vancouver, autre style de jardin, toujours comestible. Il s'agit de jardins sur les boulevards, comme c'est le cas derrière moi. Un jardin avec des fruits et des légumes. Quelle est la méthode pour faire un jardin sur la voie publique? Il faut d'abord s'adresser à la municipalité et demander la permission de la ville. Cette partie-là est sur ma propriété, mais ensuite j'ai été inspirée et je me suis étendue jusque chez mes voisins, puis d'autres voisins, etc. Du coup, comme ce n'était pas chez moi, j'ai pensé qu'il valait mieux demander à la ville. Je les ai appelés et ils ont envoyé quelqu'un jeter un œil qui m'a dit que ça irait, à condition que les voisins soient d'accord. Ma principale motivation pour faire tout ça, c'est qu'il y a une école primaire à un pâté de maison et les enfants passent par ici tous les jours. Ils peuvent donc voir comment poussent les carottes, les haricots. Leurs préférés sont les citrouilles. Les enfants adorent les citrouilles. J'ai inspiré d'autres gens. Ils se sont dit qu'eux aussi, ils pouvaient le faire. Alors je me suis dit, super, ça c'est mon projet. Et voilà comment une belle initiative peut prendre son envol. Mais si on ne veut pas jardiner seul à Vancouver, on peut aussi rejoindre un jardin communautaire. Ici, l'on pousse partout où la place le permet. Au total, la ville en compte déjà 75. Dans un jardin communautaire, les membres mettent leurs outils en commun. Ils partagent l'eau et le compost. Mais ils ont chacun une petite parcelle bien à eux pour y planter ce qu'ils aiment. Voici Drummond qui travaille sa parcelle. Je m'appelle Fred. Je m'appelle Drummond. Alors c'est quoi cet endroit? C'est fabuleux. Un jardin comme ça? Je sais, tu peux voir la ville au loin, c'est fantastique. C'est notre jardin communautaire qui fait partie de cette jolie petite école. Donc on est sur un terrain public? Oui, c'est un terrain public qui appartient à la ville. Ça a commencé il y a environ 6 ans. On a envoyé une pétition à la mairie pour utiliser cette terre comme jardin communautaire parce qu'on voulait jardiner.
Beaucoup de gens habitent dans de grands immeubles sans jardin et donc sans opportunité de mettre les mains dans la terre pour avoir de la bonne nourriture. Alors, c'est super. Pourquoi ils mettent du papier dans le compost? Quand ça se décompose, c'est bon pour le sol, tu sais, pour les racines. On a découvert que sur le papier du journal local, l'encre n'était pas toxique. Les gens du coin y mettent des coquilles d'œufs, des carottes et leurs déchets. Ils font ça bien. Pour le rendre riche. Regarde, elle a gagné le prix des citrouilles, celle-là, tellement qu'elle est grosse. On trouve dans ce jardin tout ce dont la nature a besoin. Le compost booste les cultures des carrés potagers et des ouvrières de haut vol travaillent à la pollinisation des plantes. Elles sortent pour aller butiner et quand elles reviennent, elles arrivent comme des avions, tu vois. Elles arrivent, elles atterrissent ici. Si tu restes là, tu seras frappé par l'essaim. Ouïe, ouïe, ouïe. Mettez D'un coup, comme ça. Et voilà. Wow, regardez-moi ça. C'est beau, hein? Tu veux un petit goût? Ça a bien meilleur goût qu'au supermarché. Dans l'agriculture commerciale, ils ne mettent pas grand-chose dans le sol. Donc il n'y a pas grand-chose dans la nourriture, ça n'a pas très bon goût. Alors que ça a bon goût. C'est plein de nutriments et c'est bon pour la santé. Beaucoup mieux. Voici mon célèbre cocktail du matin que je fais à partir des merveilleux nutriments qu'on obtient dans le jardin. Santé, 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 à votre santé. Chin, chin, chin. Pas mal. Un peu plus loin, le jardin change d'échelle. Les produits de ce marché proviennent tous d'une ferme urbaine, la ferme Loutet. Et pour arriver sur ces étals, les légumes n'ont pas parcouru un seul kilomètre. Ils sont vendus là où ils ont poussé. Loutet est la première ferme du Canada créée dans un quartier résidentiel. Après des années passées à l'étranger, Émilie est revenue dans sa ville natale. Et cela fait 4 ans qu'elle travaille à la ferme. Tout ce qu'on vend ici à la ferme communautaire a poussé ici à la ferme Loutet, qui est donc à Vancouver. On a commencé en 2006 avec l'objectif de cultiver de la nourriture pour les gens qui en ont le plus besoin dans notre communauté. On partage plus de 2700 kilos de marchandises avec les gens dans le besoin de notre communauté chaque année. On a une ferme ici, la ferme Loutet, qui cultive un demi-hectare de légumes pour les vendre. On a fait pousser plus de 3 tonnes de légumes l'an dernier. Et on enseigne à plus de 1000 étudiants chaque année comment faire pousser leur nourriture et d'où elle vient. Là, tu vois, celui-là n'est pas encore mûr. Et regarde cela, regarde-les tous. Un haricot. Tu goûtes les haricots crus? Oui. C'est bon? Oui. Là, je cueille du basilic pour un très bon client. C'est vraiment rare pour les gens d'avoir quelque chose qui vient tout juste d'être récolté directement dans la terre. Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Du bio. Du bio? Des produits bio locaux. Pourquoi? Parce que ça élimine les coûts de transport. On ne se demande pas si ce sont des OGM ou si des pesticides ont été utilisés. Je me sens rassuré d'acheter mes produits ici. Parce que vous pouvez voir. Oui, on peut voir comment c'est cultivé. J'ai vu cette ferme s'installer et... Ah, magnifique! Merci beaucoup! Merci beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez? Oh oui, je vous dirai. C'est frais. C'est frais? C'est frais, ça sent. Ah, et c'est important. Très important. Il y a tous les nutriments dedans. Et vous? J'adore acheter des produits locaux et ces légumes bio sont délicieux. Et je suis très heureuse que ma famille mange et cuisine des produits de cette terre. C'est un petit espace, un demi-hectare, donc on n'a pas de machinerie lourde. On n'utilise pas d'énergie fossile pour alimenter de grosses machines. Nous pouvons quasiment tout faire à la main. Et il y a plein de volontaires pour nous aider. On utilise donc très peu d'autre énergie que l'énergie humaine pour faire pousser nos légumes. Ce qui est bien plus durable que l'agriculture industrielle. Quand on habite en ville, les femmes sont très loin et ne font pas partie du quotidien. On n'y pense pas. Alors que quand il y en a une dans le quartier, ça amène les gens à se demander d'où vient leur nourriture, si c'est durable et comment ils peuvent participer à ces cultures. Il reste une dernière initiative que la famille souhaite visiter avant de quitter la ville.
Ici, on appelle ça le sharing backyards, le prêt de jardin. Après sa journée à la ferme, Emily, qui ne ménage pas ses efforts, travaille aussi dans le jardin de ses voisins. Pour les gens qui n'ont pas accès à une parcelle de jardin communautaire, il y a une autre option qui est le prêt de jardin. On peut aller sur le site internet et connecter des gens qui n'ont pas de jardin avec d'autres qui n'utilisent pas entièrement le leur pour le partager. Voilà la carte du prêt de jardin. City Farmers est l'organisation qui gère tout ça. Les paires de jumelles représentent des gens qui cherchent un espace et les petits arbres sont les gens qui offrent de l'espace. Vous pouvez cliquer sur un arbre ou des jumelles et une fenêtre s'ouvre avec les informations de contact ainsi qu'un petit message à propos du jardin qu'ils partagent ou ce qu'ils cherchent. Ensuite, on peut les contacter via ce site. Et c'est ton cas? Oui. Notre propriétaire aime passer la tondeuse devant, donc on n'a pas le droit d'y faire un jardin. On a donc utilisé la carte du prêt de jardin pour en trouver un autre au bout de la rue. Ils avaient une pelouse et étaient ravis de ne plus avoir à la tondre, si on pouvait y construire un potager, ce qu'on a fait. Donc on a construit le jardin. Cet espace n'était pas utilisé. Et si on devait partir, on leur demanderait s'ils veulent le garder, et s'ils n'en veulent plus, alors on retirerait tout. On planterait à nouveau de la pelouse, et on remettrait tout dans l'état dans lequel c'était avant. Quelle que soit mes récoltes, je laisse toujours une petite part devant leur porte pour qu'ils la trouvent plus tard quand ils rentrent à la maison. Je pense que c'était bien pour tout le monde. À l'heure du dîner, la famille retrouve Drummond pour un repas garanti 100% local. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? On a quelques friandises ce soir. Des champignons portobello, des bébés pommes de terre, des asperges, et regarde ça, un magnifique saumon. Avant de quitter Vancouver, une visite s'impose, à condition de ne pas avoir le vertige. Voici le pont suspendu de Capilano. Il se trouve au milieu d'une forêt primaire à plus de 70 mètres de hauteur. Certains de ces arbres ont plus de 1500 ans. Waouh, jolie vue, hein. Alors nous voici sur un des ponts suspendus les plus longs du monde, qui à la base, c'est-à-dire à la fin du siècle dernier, a été construit par un type qui habitait de l'autre côté et qui avait tout simplement besoin d'un pont pour rejoindre la ville. Nous voici dans ce qu'on appelle une forêt primaire. Et il en reste très très peu, même ici au Canada où il y a quand même beaucoup de forêts, c'est-à-dire des forêts qui ont été à peine touchées par l'homme. C'est bien dommage que l'homme n'ait pas su en conserver un peu plus. On vient ici comme si c'était un musée, tellement c'est magnifique, mais tellement il en reste peu. Restons dans la région de Vancouver. Nous partons maintenant en proche banlieue pour découvrir le premier cohabitat au Canada. Chaque famille n'est en pleine propriété que d'une petite maison, mais partage machine à laver, salle de jeu pour les enfants, cuisine super équipée. Nous allons voir que c'est une façon assez durable de vivre. C'est parti pour visiter Winsong, le premier cohabitat au Canada. Winsong est effectivement une résidence où l'on ne vit pas tout à fait comme ailleurs. C'est Howard Staples, l'un des fondateurs, qui fait visiter les lieux à la famille. À l'origine, le cohabitat provient des pays scandinaves où on partageait la machine à laver dans le sous-sol des immeubles. Winsong a été créé en 1996 et aujourd'hui 34 familles vivent ici. On peut acheter ou louer des appartements voisins les uns des autres, mais les parties communes sont ouvertes à tous. Ce qui est rigolo, c'est que le toit il est fait en fenêtre. Et comme ça, quand le soleil tape sur le toit, et après c'est chaud dans la maison. Quand il pleut, on peut jouer dans la rue sans être mouillé et avoir des copains. Mais en fait, c'est dans une maison la ville. C'est une maison la ville. Le cohabitat est une façon de créer des communautés où les résidents sont directement impliqués dans le but de créer des liens communautaires et un sentiment d'appartenance fort.
Ici, les gens profitent d'installations collectives très utiles au quotidien. Des garderies partagées, des repas partagés, des laveries partagées. Tous les aspects de la vie quotidienne que les gens peuvent partager. En quoi ce mode de vie est-il durable ? Un des principaux critères de durabilité est le partage des ressources. On économise de l'énergie et de nombreuses ressources en partageant les machines à laver ou les sèche-linges, par exemple. Nous avons 2 tondeuses à gazon sur le site, au lieu de 34. Le covoiturage pour emmener les enfants à l'école ou pour aller travailler permet de partager les voitures. Nous avons plein d'idées pour partager nos ressources, et ce, de nombreuses manières différentes. Ici, on a 2 machines à laver, 3 sèche-linges. Jusque-là, on s'en sort bien avec 2 machines. Là, c'est un moyen de partager des choses dont on ne veut plus, mais qui peuvent servir à d'autres personnes. Ça, c'est notre table libre. Ici se trouve notre atelier. C'est très utile pour les gens qui aiment réaliser leurs projets à la maison. C'est vraiment sympa d'avoir, par exemple, cette table de sciage pour qu'on puisse couper de gros morceaux de bois. Moi, je trouve ça super parce que je n'aurais jamais eu ça chez moi. La salle de jeu, ça c'est important. Salut les cannes. On a ces blocs en mousse, de gros coussins et des jouets pour se balancer. Les enfants peuvent les utiliser de manière créative, en bâtissant des choses avec les blocs. Mais ça ne prend jamais longtemps à ranger. Quand il y a plein de jouets, de petites pièces, ça peut vite être le bazar et personne ne ramasse jamais. Vous êtes les bienvenus, entrez. C'est chez vous alors ? Oui, c'est notre maison. On a une petite terrasse privée qui donne sur l'arrière des bâtiments et qui fait face à une zone de nature vierge. Ce n'est pas une cour communautaire là-dessous. Elles sont sur les côtés des bâtiments. Là, si quelqu'un prépare un plat, il garde un œil sur ce qui se passe dehors et peut ouvrir la fenêtre pour parler aux enfants ou aux voisins qui passent par là. Les gens parlent souvent de développement durable, d'utiliser moins de ressources. Mais j'aime ici l'idée de durabilité sociale. Pour moi, ça signifie que l'on fait les choses ensemble. Donc on utilise moins de ressources pour ces choses. On n'a pas à conduire jusqu'à un cours de yoga. On peut le faire ici tous ensemble. On n'a pas à payer pour se divertir. On crée nos propres divertissements ici, que ce soit avec les musiciens qui vivent ici ou des écrivains par exemple. Pour moi, tout ça permet de réduire son empreinte sur la planète. Oh, des haricots pendus. Oh, là, il y a des courgettes. Et là, des citrouilles. Comment ça marche ? Chacun a son propre jardin ou vous partagez le même ? Tout le monde en a un. Et s'il y en a un de trop, on peut en avoir un de plus. Les gens qui jardinent beaucoup en ont parfois plusieurs, comme nous. J'en ai 2. Prends une poignée. C'est la dernière. Il y en a plus par là. Il y en a plus par là-bas aussi. Des pommes bio. Il faut en prendre quelques-unes, mais pas trop. Je travaille 3 heures par mois pour la communauté. Je suis électricien, un électricien à la retraite. Je m'occupe donc beaucoup de l'électricité et de quelques trucs mécaniques ici. Tout ce qu'on peut faire nous-mêmes nous coûte moins cher. J'ai emménagé ici en 96, quand ça a été construit. Je suis à la retraite depuis 9 ans. Et cet endroit est parfait pour moi. Je peux parler aux gens, apprécier leur compagnie. Et je peux voir des gens de tous âges. Des enfants sont nés ici.
Et maintenant, on a des adolescents plus ou moins jeunes. Entrez, regarde, la salle de bain. Et là, la machine à laver. C'est ton lit? Celui de Chine. J'aime bien ton lit. C'est ça ton lit. Et ça, c'est le mien. Ça vous plaît? Oui, ça nous plaît. Oui, ça nous plaît. Vous voulez venir avec nous? Non. Non. Tu aimerais bien habiter la Chine? Ah oui, parce qu'il y a des milliers de jeux. Shin ne va peut-être pas s'installer à Winsong tout de suite, mais une nouvelle famille s'y installe justement aujourd'hui. Alors vous êtes nouveau ici? Oui. Pourquoi avez-vous décidé de venir ici? Pour plusieurs raisons. J'aime le fait de connaître tout le monde dans ma rue. Il y a bien sûr les raisons écologiques qui comptent pour ma femme et moi. Et la communauté. La communauté est un aspect central. Il faut être comme dans un village pour bien élever ses enfants. C'est aussi pour ça qu'on est venu. Alors ce soir c'est une soirée spéciale puisqu'on accueille les nouveaux arrivants, donc on mange tous ensemble. Et pour cette occasion j'ai fait 2 plats français, à savoir des crêpes Suzette et un paillasson de pommes de terre. Les lieux comme Winsong font pousser la convivialité et le bonheur d'être ensemble. Des valeurs dont le monde de Martin aura sûrement besoin.